Bonjour à toutes et tous, belle et heureuse année 2023 et bienvenue à ce nouveau webinaire sur les métiers et les secteurs, série de webinaires initiée par la région Bourgogne-Franche-Comté en direction des acteurs du SPRO et de l'ensemble des professionnels de l'orientation, de l'emploi et de la formation professionnelle. Nous vous proposons aujourd'hui une rencontre autour des métiers de l'artisanat culinaire. On est bon? J'avais dit métier de bouche, mais Alimentaire. alimentaire. Ah! Alimentaire, Les gens ouais. qui font les cuisines, c'est cuisinière. Mais je me suis plantée. Pas grave. Nos intervenants de ce jour, et nous les remercions d'avoir répondu positivement à notre sollicitation, sont Madame Jocelyne Georges, conseillère à l'OPCO-EP, Monsieur Sébastien Vallet, professeur de pâtisserie référent pôle alimentation au CFA du Jura à Jevinget pour la Chambre des métiers et de l'artisanat de Bourgogne-Franche-Comté, Madame Jeanne Trullard, formatrice technique, Chambre de métiers de l'artisanat de la région Bourgogne-Franche-Comté, Madame Quinquenel, responsable du site de Besançon, responsable opérationnel pour Cuisine Mode d'Emploi, Monsieur François Stragier, boucher à la boucherie Chenu à Dijon, qui viendra témoigner de son parcours, et enfin Madame Boula-Corny, chargée de mission formation professionnelle à la direction de la formation professionnelle des demandeurs d'emploi de la région Bourgogne-Franche-Comté. Donc, pour rappel et comme d'habitude, vous avez un chat à travers lequel vous pourrez poser l'ensemble de vos questions. Toutes celles qui ne trouveront pas réponse aujourd'hui, évidemment, trouveront réponse ultérieurement. Et voilà, et je vais laisser la parole à Madame Georges. Oui, bonjour à tous. Je vais donc partager mon PowerPoint. Alors, le voici. Vous le voyez? Oui. Très bien. Eh bien voilà. Bonjour Oui. à tous. Merci de participer à ce webinaire, rencontre autour de l'artisanat alimentaire. Alors, je vais dans un premier temps préciser qui nous sommes, faire un zoom un peu macroéconomique sur les métiers de l'artisanat alimentaire et puis faire un focus sur l'emploi et la formation. Donc, on démarre. Les missions, nos missions et les secteurs d'activité. Donc, l'OPCO. Les missions des OPCO sont de 3 rôles. Donc, le premier étant un appui technique auprès de nos branches professionnelles, toute la partie mission, niveau de prise en charge, et certifications professionnelles. Nous avons une deuxième forte mission qui est l'accompagnement auprès de nos TPE, PME, nos entreprises. Donc, accompagnement aussi bien sur la partie formation, développement des compétences des salariés. Et le troisième, l'accompagnement aussi de nos entreprises au niveau des dispositifs d'alternance, contrat d'apprentissage, contrat de professionnalisation et Pro-A. Donc ça, ce sont 3 missions qui sont conférées à tous les OPCO, effectivement aux OPCO de France. Pour ce qui nous concerne, nous sommes effectivement l'OPCO de 53 branches qui sont globalement sur 3 thématiques différentes. On va parler de l'artisanat, la profession libérale et les services de proximité. Donc l'artisanat, évidemment, on y trouve l'artisanat alimentaire, mais également la coiffure, l'esthétique. Profession libérale, c'est l'immobilier, par exemple, et profession libérale, pardon, c'est les notaires, les vétérinaires, et puis services de proximité, les services à la personne ou le mobilier. Toutes ces 53 branches représentent pour la Franche-Comté 20 000 entreprises à gérer. Donc 20 000 entreprises à partir de 1 salarié. Ça représente 5 300 contrats d'alternance en 2021. Toutes mes données-là seront sur 2021, puisque nous n'avons pas la possibilité encore d'avoir ce recul sur 2022. Globalement, il faut savoir sur l'OPCO des entreprises de proximité, au niveau global, nous sommes sur 430 000 entreprises et 169 000 alternances, contrats d'alternance sur 2021. Donc le maître mot, évidemment, de l'OPCO, c'est la proximité. Proximité auprès de nos bénéficiaires sur le territoire, puisque nous avons une équipe de 8 conseillers sur la Bourgogne-Franche-Comté qui rencontrent nos entreprises, et nous avons aussi un call qui est là, disponible à toute heure pour faire un point s'il y a besoin sur des données et des informations particulières pour nos entreprises. Donc voici donc dorénavant les éléments qui concernent le zoom sur les métiers de l'artisanat alimentaire. Donc un point de vue macroéconomique, donc cela représente 2 450 entreprises
Donc, on les trouve sur la boulangerie en grande partie, quasiment à peu près 1200 entreprises de boulangerie sur le secteur de Bourgogne-Franche-Comté. Mais on y trouve aussi en boulangerie, pâtisserie, charcuterie, confiserie, chocolaterie et poissonnerie. Et l'équivalence pour le contrat d'apprentissage, on est quand même sur quasiment 3/4 de nos contrats d'apprentissage qui se font en boulangerie. Donc, vous voyez bien l'importance effectivement du secteur de la boulangerie pour nos petites entreprises. Et après, vous avez les chiffres concernant la boucherie, la pâtisserie et évidemment le petit parent pauvre qui est la poissonnerie, où on n'a quand même pas énormément de poissonnerie sur le secteur de Bourgogne-Franche-Comté. Globalement, les métiers de l'artisanat alimentaire représentent 36 des contrats d'alternance sur la Franche-Comté. Donc c'est très, très important pour l'OPCO des entreprises de proximité d'être proche de ces petites entreprises et de les accompagner. Sur 2021, toujours, sur ces 2 450 entreprises, donc ça représente 12 de nos entreprises au global, de nos 20 000 entreprises. Donc c'est un secteur assez important qui représente, donc comme je vous le disais, la boulangerie, la pâtisserie, la confiserie, boucherie, charcuterie et poissonnerie. Et on trouve évidemment la plus grosse partie dans le département du 71, avec 523 entités des métiers d'artisanat qui se situent dans ce département et évidemment dans le département du territoire de Belfort, de par son territoire beaucoup plus petit. 95% des entreprises ont moins de 11 salariés. Et puis 5% sont effectivement de 11 à 49. Donc d'où vraiment l'importance d'être proche de les accompagner, puisque ces entreprises, pour la plupart du temps, n'ont pas de pôle RH, n'ont pas une personne dédiée forcément à tout ce qui est administratif. Donc nous sommes vraiment amenés à les rencontrer et à les aider sur tout leur dispositif emploi-formation. Donc justement, comment est-ce qu'on peut les aider? On le fait à travers donc on va les rencontrer. On sait que de toute façon, ce sont des entreprises qui font vivre le territoire, puisque globalement, dans chaque village, il y a un artisanat alimentaire qui s'y trouve. Donc, et comment on y rentre? La plupart du temps, ça se fait à travers l'apprentissage, qui garantit un beau taux d'insertion dans l'emploi. Monsieur Vallée sera là pour nous en parler. L'apprentissage qui se fait globalement à gros pourtant 81% qui se fait à travers des niveaux de CAP, BP. J'ai mis BEP mais c'est BP, excusez-moi. BP et 14% au niveau bac. Donc on y trouve effectivement des CAP boucher, des bac pro boulangerie, mais aussi bac pro vente, parce qu'on a le bac office, mais on a le front office aussi. Et tout ce qui est vente fait partie également des recrutements pour les petites et moyennes entreprises dans ces secteurs-là. Et on a une très bonne implantation des CFA et l'offre de formation est vraiment, vraiment importante aussi sur le territoire, puisque dans chaque département, on a un CFA qui apporte et qui porte toutes les certifications de ces métiers de l'artisanat. Au niveau de la formation, on est plutôt sur 2 types de formations présentées par nos entreprises. On est sur la formation orientée métier, donc ça va être plutôt de la temporalité. On va être au niveau de Pâques, évidemment, sur la partie chocolat de Pâques, au niveau de Noël et les repas de fête pour les bouchers ou les bûches de Noël. Donc on est vraiment très orienté sur l'orientation des saisons. Mais aussi toute la partie hygiène et sécurité qui est important également et sur lequel les entreprises ont des obligations dans ce sens. On constate que malheureusement, les formations ne sont pas forcément toujours toutes bien utilisées parce que nos petites entreprises n'ont pas encore la capacité de partir toutes en formation et tout en sachant qu'il y a des critères de prise en charge qui sont très
très valorisé pour eux puisque globalement, pour une entreprise de moins de 11 salariés, elles ont un forfait de 7 500 € par entreprise pour faire de la formation. Donc, nous, on est amené aussi à en parler auprès de nos entreprises pour leur dire de ne pas hésiter à aller en formation et développer les compétences des salariés dans leur structure. Comme je vous le disais, donc nos conseillers formation, emploi formation se situent sur le maillage de Bourgogne-Franche-Comté avec 8 conseillers et puis 2 alternants qui interviennent sur les entreprises de moins de 4 salariés. Donc on essaye au maximum de rencontrer toutes nos entreprises, que ça soit à travers des petits déjeuners, que ce soit à travers des moments plus collectifs ou alors en individuel dans les entreprises. Voilà, je vous remercie en tout cas. Je vous laisse la parole. Merci à vous, Madame Georges. Je vois qu'il n'y a pas de questions, mais après, vous pourrez en poser Bien sûr. tout le long de l'intervention, des interventions. Et si vous avez des questions, me les faire remonter également. Donc, je vais passer. Oui. Je m'absente juste, je vais juste chercher un câble parce que là, j'ai un c'est problème de toujours gênant. batterie. C'est toujours un peu gênant. Du coup, Madame Trullard, je vous prends à brûle pour point. Oui. Oui, je vous ai sollicité vous et Monsieur Vallet, et je vous remercie d'être là aujourd'hui, pour parler et de l'alternance, parce qu'il n'y a pas que l'apprentissage, il y a aussi les contrats de pro, et sur les formations continues qui sont menées dans le cadre de votre métier. Je vous laisse la parole dessus, s'il vous plaît. Ouais, pour la présentation de ce qu'on fait au sein du CFA. Tout à fait. C'est ça ? Oui. Alors du coup, nous, en fait, on a en formation continue pour adultes, on a le titre Pro Cuisine. Le titre Pro Cuisinier, donc là, on l'a depuis 11 ou 12 ans. On a mis en place aussi le CAP pâtissier pour des adultes, donc là, c'est la 4e année. En alimentaire, on a une formation aussi. Alors, c'est alimentaire, c'est sur les. Non, c'est pas trop alimentaire, c'est les agents de propreté, donc c'est un peu moins alimentaire. Et puis après, j'ai aussi des adultes en boulangerie. Alors eux, c'est en intégration. Donc du coup, c'est un CAP aussi en boulangerie. Ils arrivent directement sur une 2e année et je les mets en intégration sur une classe déjà existante au CFA. Et puis voilà, les 3 formations alimentaires qu'on a en formation continue pour adultes. D'accord. Et il y a une modalité un peu spécifique de déroulement avec des stages qui sont prévus pour les CAP pâtissiers, on respecte du coup les 14 semaines en entreprise. Donc eux, ils ont 8 mois de formation avec 35 heures par semaine. Et puis donc du coup 3 périodes de stage découpées avec les deux modules. Et puis après, les titres Pro Cuisine, alors eux, ils ont 3 périodes de stage, donc du coup, ce qui fait 10 semaines à chaque fois. Et après, le reste du temps, donc du coup, au centre de formation, donc on est à peu près sur 8 mois aussi. Et les boulangers, donc pareil, ils commencent en septembre avec la classe de 2e année, finissent en juin. Et ben eux, c'est un calendrier qui est un peu plus adapté. On les met sur plusieurs groupes pour qu'ils voient un petit peu du première année, qu'ils voient un peu du 2e année, et puis qu'ils aient assez de pratique aussi, parce que du coup, on fait pas l'enseignement général, donc on leur propose un peu plus de pratique. D'accord. Et du coup, vu qu'il y a 3 périodes en entreprise, c'est préférentiellement dans différentes entreprises, j'imagine? Oui, alors nous, c'est vrai qu'on aime bien, et puis même pour eux, pour se faire connaître, et puis pour avoir l'accès à l'emploi derrière aussi. C'est vrai que les gens qui font des bons stages, et ben la plupart du temps, ils ont du travail à la fin de la formation, parce que du coup, ça se passe bien, et puis ils les gardent. Donc oui, bien sûr. On essaye que les 3 stages, que ça soit en pâtisserie, en cuisine ou en boulangerie, de les faire changer. Alors des fois, ils vont faire un premier stage et le deuxième et troisième, ils vont faire le même parce qu'il y a une proposition d'emploi. Donc du coup, on permet de faire les 2 et le 3e stage sur le même patron.
Puis peut-être aussi des tailles de structures un peu différentes, j'imagine. Oui, aussi. Alors, surtout en cuisine, quand le projet est pas forcément très ficelé, alors on sait qu'ils veulent faire de la cuisine, mais quand ils savent pas trop s'ils veulent faire collectivité ou traditionnel, du coup, on les envoie en collectivité ou en trad pour qu'ils puissent voir un petit peu ce qui leur plaît le plus. D'accord. Mm. Parce que Monsieur Vallée a peut-être une visibilité, il en parlera après, sur la pâtisserie. Oui, j'avais éteint votre micro. Sur la pâtisserie, il y a aussi différents types d'entreprises, non? Oui, alors en pâtisserie, vu qu'on est quand même dans un secteur, on va dire, très rural, hein, le Jura, bon, on va toucher quand même je rejoins Madame Georges, c'est-à-dire que les entreprises sont de proximité et c'est des petites entreprises, des petites structures artisanales de moins de 10 salariés. Donc, effectivement, on peut quand même, et on a des jeunes en apprentissage, parce que, voilà, moi, je suis avant tout prof de pâtisserie, donc je vais parler de la pâtisserie aussi, mais je vais parler des autres métiers, mais responsable pédagogique au CFA maintenant, depuis, voilà, c'est récent, hein, donc du coup, voilà. Mais ce que je veux dire par là, en pâtisserie ou en boulangerie, maintenant, on a des grandes surfaces qui se mettent à la formation et qui font de la très bonne formation. On a de plus en plus, enfin pas de plus en plus, mais on a certaines structures agro, enfin des grandes entreprises comme des grandes surfaces forment des jeunes en apprentissage aussi. Voilà. Donc, pour répondre sur le type de structure. Voilà, alors après, Jeanne, tu as fini, non? Oui, après, oui. Voilà, on peut. Merci beaucoup, Madame Brula. Non, mais n'importe si tu. Voilà. Moi, je suis plus responsable, voilà, sur la formation, je suis plus amené à parler du contrat d'apprentissage, de l'apprenti. Hein. Et donc, nous, sur le site du Jura, on va former du CAP, donc du CAP boulanger, pâtissier, charcutier, cuisinier et boucher, et service en salle aussi. Et après, on va avoir aussi, on va former sur de la mention complémentaire. Hein. Nous avons pas mal de mentions complémentaires qui fait que le jeune doit être titulaire de son CAP et poursuit sa formation par alternance en 1 an, d'accord? Donc, le CAP, c'est sur 2 ans. Enfin, voilà, 2 ans de formation. Le CAP, on est sur 20 semaines de cours au CFA et le restant en entreprise. Voilà, bon, je pense que… Et la mention, c'est sur 1 année de formation supplémentaire. Et derrière, sur certaines formations, comme en boulangerie, en cuisine, on a le BP, brevet professionnel, sur 2 ans aussi en alternance. 2 ans en alternance, toujours le même principe. Hein. 10 semaines la première année au CFA et le reste en entreprise, et 10 semaines également de cours au CFA la deuxième année. Voilà, qu'est-ce que je peux dire? Donc, sur les métiers de l'alimentation, alors nous, on a de l'effectif. On a de l'effectif de jeunes, en boulangerie notamment, en pâtisserie, on n'a pas de problème à recruter des jeunes. En boucherie non plus, hein, c'est des sections où on a du monde. Par contre, derrière, on s'aperçoit que les entreprises nous demandent, enfin on voit bien, dans tous les cas, c'est global, hein, qu'elles recherchent des salariés. Donc il y a un manque de… Enfin, il y a un fossé entre les jeunes en apprentissage, en formation, et finalement le secteur, les salariés, quoi. Donc, on ne sait pas où vont les jeunes. Enfin, on ne sait pas où vont les jeunes. Souvent, la plupart arrêtent font leur formation et arrêtent le métier au bout de leur formation. Après, on a un plus gros souci, nous, de recrutement, c'est en service en salle, hein, la salle, le restaurant. Et voilà, donc ça, je pense qu'une partie, c'était déjà avant Covid, mais je pense que le Covid a accéléré les choses. Et donc voilà, on essaie, on a beau faire, disons, de la publicité ou du moins essayer de recruter. Les jeunes ne sont pas attirés par ces métiers. Voilà.
Parce que, c'est ce qu'on se disait quand on a préparé ce webinaire. C'est aussi des conditions de travail qui Oui, sont. c'est les conditions, les conditions qui n'ont pas évolué, hein, c'est-à-dire que moi, en cuisine, restauration, je trouve qu'il n'y a pas eu de gros changements, quoi. Mais là, je me dis boulangerie, on se lève pas à 9h du mat pour aller faire ses baguettes et voilà, c'est quand même aussi des contraintes horaires qui sont des contraintes en fait et qui peuvent être considérées comme telles. Oui, bien sûr, mais boulangerie, on n'a pas ce problème-là au niveau du recrutement, au niveau des jeunes. Donc, les jeunes veulent toujours venir en formation. Alors après, voilà, il y a des… Voilà. Mais les boulangers, pâtissiers, je trouve, ont quand même évolué dans leur métier. C'est-à-dire, les boulangers ne se lèvent plus… se lèvent plus. Avant, les boulangers commençaient, on va dire, tard le soir et travaillaient toute la nuit. Aujourd'hui, il y a des conditions qui font qu'ils commencent… toujours très tôt le matin, mais c'est des conditions plus acceptables. En pâtisserie, même chose. Enfin, voilà, c'est des métiers où on sait très bien qu'il faut travailler le week-end, les jours fériés. Et aujourd'hui, on s'aperçoit que c'est des métiers, enfin, moi, je le vois avec les artisans, dans une majorité des cas, arrivent à donner un week-end sur 3, du moins, à leurs salariés. Et donc… arrive à instaurer des conditions un peu plus, on va dire, adéquates, quoi. Oui, et je dirais, je précise qu'en même temps, on a valorisé les métiers boulanger ou pâtissier à travers des réseaux sociaux ou à travers des animations, hein, meilleur pâtissier, qui fait que je dirais que nos jeunes voient différemment peut-être ce métier-là. Bon, après, souvent, ils ont une image aussi, pour les jeunes qui viennent en formation par leur motivation, c'est j'ai vu une émission, le meilleur pâtissier, tout ça. Bon, au final, au bout de quelques mois, ils se rendent compte que finalement, c'est pas totalement vrai, quoi. C'est pas totalement ça aussi, hein. Les métiers, c'est pas faire que de l'artistique, que du visuel et que du concours, hein. C'est aussi le travail quotidien en entreprise qui peut être aussi répétitif. Voilà. Bon, après, ouais. Après, c'est quand même des métiers de l'artisanat et des métiers passionnants parce que boulanger, pâtissier, boucher, charcutier. C'est des métiers de passion. Faut faire abstraction justement de tous ces freins qui sont les horaires, qui sont mais oui, et c'est des métiers aussi de territoire, c'est-à-dire que on est dans un village, on est dans une ville, on a des gens qu'on connaît, qu'on rencontre régulièrement. On est aussi dans un microcosme qui peut être très agréable aussi bien sûr. dans la connaissance du territoire et des gens. Oui, bien sûr. Je me posais la question, vous parlez d'apprentissage, mais on a aussi les contrats de pro quand même, pas mal. Il y a peut-être des gens un peu plus âgés en termes de reconversion qui se disent, tiens, un métier manuel. Ah oui, on a des jeunes en reconversion, alors c'est peut-être plus… Ou des moins jeunes, au-delà de 30 ans. Au-delà de 30 ans, c'est sûr. On en a, alors après, ils vont plus choisir peut-être la formation continue. Formation continue, où on en a en contrat pro, on en a pas beaucoup, parce que c'est compliqué des fois, le contrat pro pour trouver un patron au niveau du salaire plutôt, mais on a en tout cas des demandes sur le contrat pro. Et on a aussi beaucoup de, moi je trouve de plus en plus de demandes de transition pro aussi. Ça, c'est… ouais. D'accord. Ça fait 2-3 ans, moi je trouve qu'on remplit de plus en plus de demandes de transition pro. Donc, beaucoup de réorientation sur des métiers qui, Ouais. quand on a passé un certain âge, dont on dit qu'ils ont du sens. Oui, et puis moi je trouve que dans les adultes, quand c'est en cuisine, alors moi c'est vrai que quand j'ai commencé il y a 12 ans, on faisait en titre pro cuisine, on faisait des entretiens, on en avait une quarantaine sur un groupe de 10 personnes, donc du coup c'était vraiment… et puis là on voit que c'est de moins en moins, hein, on a de moins en moins de candidats, moins en moins de gens qui veulent faire ce métier. Mais les seuls candidats qu'on a, on sent vraiment une détermination. Ils ont choisi de faire ce
métier, ils sont prêts à faire ses horaires, à faire tout ça. Ils en sont, voilà, ils ont conscience. Donc du coup, c'est vraiment, c'est intéressant pour ça aussi, quoi. Mais je trouve que ouais, c'est quand même compliqué au niveau du recrutement. Oui. D'avoir des personnes pour la cuisine. Bon, à la salle, on a essayé, hein, mais c'est vrai que du coup, là, j'ai même pas de candidat. Ouais. Là, c'est vraiment très compliqué pour le service en salle. Donc, on les met. Enfin, voilà, c'est pas. C'est des métiers qui ont été dévalorisés. Hein. C'est vrai qu'on n'a pas fait de la bonne pub sur ces métiers-là. Hein. C'est vrai que le service en salle, on a toujours ce discours de porteur d'assiette. Voilà. Ce qu'on entend. Hein. Alors que c'est un art de porter une assiette. Ah, mais c'est un art. Non, mais je déconne pas en disant ça en plus. Et au-delà de ça, il y a tellement de. Enfin, voilà, il faut faire faut aller dans un restaurant haut de gamme aujourd'hui pour s'apercevoir que le serveur a vraiment son rôle et son importance. C'est vrai enfin, voilà, aujourd'hui, le serveur a été mis un petit peu de côté. Enfin, non, on voit bien dans les restaurants aujourd'hui, le serveur est un peu mis de côté quand même. Oui, au profit d'autres métiers, peut-être un peu plus avec une démonstration de savoir-faire, comme pâtisserie, boulangerie ou autre. Et du coup, c'est la première ligne, mais qui est en deuxième choix. C'est ça. Eh ben, on va faire une émission sur M6 sur le meilleur serveur. Ouais, c'est depuis des années. C'est ça. Moi, je trouve qu'il n'y a pas que, il y a pas que la rémunération qui compte chez les serveurs ou les cuisiniers. Les gens sont pas enfin, c'est pas qu'une question de paye. Il y a aussi le fait d'avoir de temps en temps des week-ends, des soirées, de pas avoir ses coupés. Enfin, moi, je le ressens avec mes anciens stagiaires qui reviennent nous voir où on en discute et qui nous disent, bah, à la longue, ouais, c'est dur de retourner le soir à 6 heures. C'est dur la paye, elle est ce qu'elle est, mais voilà, on aimerait la vie de famille fait qu'on aimerait aussi avoir un peu plus de temps libre avec notre vie de famille. Moi, je trouve qu'il y a plus ça que l'histoire de la paye. Dans mes retours. Moi, je te rejoins aussi. Hein. Bonjour, oui, donc, mais je ne sais pas si bonjour. Très bien. Je suis désolée. Oui, je voulais juste intervenir. Effectivement, on a un organisme de formation que je ne nommerai pas a initié une réunion tout début septembre avec quelques représentants d'hôtels et de restaurants sur le secteur de Dijon. Effectivement, le retour qu'on a sur serveur, de toute façon, les difficultés de sourcing des organismes de formation au niveau de la région, ben effectivement, ça se confirme, c'est compliqué, les gens ne veulent pas y aller. Néanmoins, par rapport à ce que disait Monsieur Vallet tout à l'heure, effectivement, on se rend compte aussi maintenant que, compte tenu des difficultés de recrutement, donc il y a deux choses. La première chose, c'est que les restaurateurs, notamment, maintenant commencent à recruter des gens qui ne sont pas du tout formés en disant à partir du moment où ils sont motivés, qu'ils ont envie, qu'ils sont souriants, on les recrute, on les forme en interne. Ils en sont là. Et puis, on sent quand même, alors peut-être pas chez tous les restaurateurs et tous les hôteliers, mais peut-être que la pandémie, quelque part, a permis à ce qu'ils se posent des questions. Et effectivement, comme vous le disiez, c'est pas seulement la paye, mais c'est les conditions de travail, les horaires, etc., qui rentrent en ligne de compte. Et certains en ont bien conscience et commencent du coup à s'organiser en équipe de manière à laisser un peu plus de temps à leurs salariés. Donc, il y avait par exemple un restaurateur de Dijon qui nous disait que lui, il essaie de faire des plannings qui tiennent compte un peu des contraintes individuelles de ses candidats à un emploi. À savoir, il nous expliquait qu'il y avait un monsieur qui était en train de construire une maison, qui lui avait dit, moi, je préfère travailler le midi et le week-end pour pouvoir aller travailler tous les après-midi et le soir dans ma maison. Il dit, j'ai organisé le planning de telle sorte à répondre à ses attentes. Et il y avait une jeune femme qui préférait travailler que le week-end, pareil, voilà, il y avait aussi le responsable de l'hôtel Mercure qui était présent et qui disait que lui aussi organise ses plannings et ils font les plannings avec l'ensemble de l'équipe de manière d'essayer de coller au plus juste aux besoins des uns et des autres. Après, tous les restaurateurs le font peut-être pas. Il y a peut-être ça va peut-être prendre un petit peu de temps, mais je pense que de toute façon, ils n'auront pas de choix. S'ils ne travaillent pas là-dessus, ils auront toujours les mêmes difficultés de recrutement. Voilà.
Mais quand c'est des grosses entreprises, c'est pratique à faire des C'est plannings jouable. comme ça. Oui. Mais c'est vrai que quand c'est des petits restaurants comme nous, on a sur le Gonton Blons, tout ça, où il y a le chef, un commis et un apprenti, ça, Et c'est ben là, compliqué à mettre en oui. place. Ouais. Et ben là, effectivement, ils sont contraints des fois de fermer l'établissement pour pouvoir donner un jour de congé. Là, il y a le restaurateur dont je parlais, là, c'est un petit restaurant au centre-ville de Dijon. Ben, il disait, j'ai pu venir à la réunion aujourd'hui, c'était un lundi, parce qu'aujourd'hui et demain, j'ai pas de salariés, donc je suis obligée de fermer mon restaurant. Donc, voilà. Non, mais c'est ça, ils ferment de plus en plus, ils ferment de plus en plus dans la semaine des jours. Voilà. Et je dirais aussi, maintenant, beaucoup d'entreprises se sont, enfin beaucoup, du moins, il y a une partie des entreprises se sont reconverties, et le confinement a aidé à faire ça, à de la partie traiteur. C'est-à-dire qu'ils fabriquent et de moins en moins font du service en salle. C'est-à-dire que de toute façon, ils ont des problèmes de personnel, donc ils fabriquent. Ce sont des personnes qui fabriquent, et ça va devenir du traiteur, quoi, du plat emporté, des choses comme ça. Et il y a peut-être, il y a un changement du moins. Bah, pourvu que ça dure. Du coup, je vois le temps qui file. C'est passionnant, mais on va avancer. Je vais inviter également Madame Quinquenel pour parler justement des formations. Je vous remercie, Monsieur Vallet, Madame Trullard, Pas de souci. Madame Boulacorny. Je vous redonnerai la parole tout à l'heure. Mais ça n'empêche pas, hein, vous pouvez parler. Et je vais donner la parole à Madame Quinquenel, que j'ai donc invitée pour parler des formations qui sont faites dans le cadre de son organisme de formation, qui est Cuisine Mode d'Emploi. Non, par contre, il faudrait mettre le micro, s'il vous plaît. On est quasi bon. C'est bon? Ah, mais on vous entendait tout à l'heure. Vous nous entendiez pas, Vous mais m'entendez là? Parfaitement bien. Ah ouais, j'ai un problème technique, vraiment, j'en suis désolée. Alors, j'écoute avec grande attention tout ce que vous avez dit, oui, parce que nous aussi, on est touchés aussi par tout ça. Et Cuisine Mode d'Emploi a été fondée il y a 10 ans, en 2012. Enfin, on a fêté 10 ans l'année dernière de nos centres de formation, et qui ont été à l'origine créés par rapport à ce métier en tension à l'hôtellerie-restauration qui tension de la branche à recruter. Et puis aussi, l'idée était du coup, proposer des formations dites innovantes à l'époque sur le format, la forme, le contenu et la méthode pédagogique. Donc, ça a été fondé par le chef Thierry Marx, que vous devez sûrement connaître, un chef assez médiatique, qui a créé ces écoles à l'époque pour répondre aux besoins de la branche, proposer des formations dites innovantes sur la méthode, et puis aussi qui pouvaient correspondre à un public en manque de formation et de diplôme. Donc, aujourd'hui, en 2023, on a 9 écoles en France avec des formations itinérantes, dont 2 en Bourgogne-Franche-Comté, l'école de Besançon et des Dijon. Donc, moi, je m'occupe de l'école de Besançon. J'étais aussi avant sur l'école de Dijon, mais plus depuis l'année dernière. Et donc, nous avons plusieurs types de formations pour divers métiers. Ce sont des formations courtes, professionnalisantes, diplômantes, financées et rémunérées. Les formations qu'on propose à Besançon, c'est l'employé polycompétent de restauration, la formation cuisine, la formation service en restauration. À Dijon, la formation boulangerie, produits de la mer, ça c'est plutôt en Île-de-France, et commis de pâtisserie à Dijon également. Et la prépa CME, ce sont des dispositifs de découverte des métiers de la restauration en amont pour les personnes qui sont encore à travailler leur projet pro. Nos méthodes, quand je vous disais qu'elles étaient innovantes, basées sur la pratique, puisque nous travaillons sur la méthode faire pour apprendre, donc très peu de théorie, elle est enseignée au quotidien, la pratique sur nos plateaux techniques avec un restaurant d'application ouvert au public. Et donc nos conditions d'accès, alors être majeur, ça c'est même plus à jour, parce qu'on accueille désormais des jeunes à partir de 16 ans, et puis c'est sans limite d'âge, donc il faut être évidemment sans activité. Et donc les jeunes de 16-18 ans, c'est plus pour les jeunes en décrochage scolaire qui ne souhaitent pas aller sur des formations initiales classiques.
Donc, nos formations sont financées, donc ça veut dire qu'elles sont gratuites pour les personnes qui sont sélectionnées, donc financées par divers biais, hein, soit par la région Bourgogne-Franche-Comté, dans le cadre du CQP employé polycompétent de restauration, et sinon des formations financées par les OPCO, donc en l'occurrence soit Acto ou l'OPCO EP aussi, qui a déjà financé certaines de nos formations, notamment la pâtisserie, et du coup d'autres formations aussi. Et nous avons aussi l'OpCommerce sur la formation boulangerie. Donc courte durée, c'est à peu près 11 semaines ou 14 semaines, donc c'est 8 semaines à l'école et 3 semaines en entreprise, qualifiante avec un diplôme reconnu par l'État et la profession, et donc comme je disais, pratique, mise en situation professionnelle. Et chaque stagiaire a la tenue qui est fournie, mallette de couteau, livre, pendant toute la durée de la formation, des groupes de 10 à 12 personnes en fonction des financements, et des formations 100% présentielles avec des notions de normes HACCP. Je vais vous présenter juste en détail la formation commis de cuisine. Ça, c'est 11 semaines, donc 280 heures de formation. C'est l'équivalent d'un CAP, mais en 8 semaines sur que le cursus, les modules de pratique. Voilà, avec 105 heures de stage. Donc, c'est nous qui trouvons le lieu de stage en entreprise. Ils peuvent proposer un lieu de stage qu'on valide ou pas. Et donc, il y a seulement une alternance. Hein, voilà, donc la prochaine session du 28 août au 15 novembre. Formation service en restauration, donc sur le même modal, même format. Alors, c'est vrai que vous avez parlé des problèmes de sourcing en service, hein, on les a également. Les métiers du service attirent moins. Néanmoins, on continue des actions et puis on va sûrement innover aussi. On propose des modules innovants sur le bartending, la mixologie, toutes des choses qui devraient aussi être mises en avant, et une autre façon de former, parce qu'un serveur, c'est quand même indispensable dans un restaurant et qu'il y a plein de choses à apprendre. Donc, on essaye aussi de travailler par rapport à ça, la posture professionnelle, le savoir-être. Excusez-moi. Oui. Je vais être obligé de quitter le webinaire parce que je suis en réunion en fait en même temps. Donc voilà, je voulais vous le signaler. Donc je suis désolé, je dois partir. Pas de problème. Merci pour votre attention. Merci. Merci à vous. Merci à vous. Au revoir. Au revoir. Au revoir. L'employé polycompétent, donc ça, c'est la particularité de la polyvalence cuisine-service, une formation financée par la région Bourgogne-Franche-Comté qu'on a mis en place depuis 2020. C'est vraiment quelque chose qui fonctionne très bien aujourd'hui. Avoir la polyvalence en entreprise, c'est un vrai atout et ça a fait ses preuves. Voilà, ça permet d'aller travailler autant en restauration collective traditionnelle, restauration de chaîne ou restauration rapide. Aujourd'hui, c'est très recherché en entreprise d'avoir une polyvalence quand il y a des manques, des absents ou tout autre. Voilà, je crois que dans tous les métiers, la polyvalence est un atout. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui a fait ses preuves. Actuellement, on a une formation. Elle a débuté hier et donc elle est là jusqu'au 2 mai, je crois. Et donc la prochaine démarrera le 24 avril au 5 août. Donc on a la prépa CME. Ça, c'est un dispositif qu'on n'a pas tout le temps. C'est pour des personnes encore plus éloignées de l'emploi, puisque nos publics, ce sont des personnes dans l'insertion professionnelle ou reconversion, des personnes sous main de justice, éloignées de l'emploi, bénéficiaires du RSA, et des personnes qui parfois recherchent encore, ne savent pas. Le domaine de la restauration, c'est très vaste, où ils peuvent se former, enfin dans quel métier précisément. Il leur manque un peu des prérequis, donc avec lesquels on retravaille avec eux pendant 8 semaines pour aller en formation qualifiante, certifiante ensuite à Cuisine Mode d'Emploi ou ailleurs, encadré par un formateur. Les ateliers découvertes, ça, ce sont des choses qu'on a mis en place assez récemment, on va dire fin 2021 et toute l'année 2022. Ça a fait vraiment ses preuves aussi. C'est des semaines financées entièrement gratuites qui permettent de passer 5 jours chez nous, de découvrir nos méthodes de travail, de nous découvrir nos métiers en immersion complète, avec une journée avec une comédienne qui travaille sur le savoir-être, une comédienne de Caméra Café sur
qui la posture professionnelle, vivre ensemble, et puis 2 jours en cuisine, 2 jours en service. Et c'est vraiment quelque chose qui fonctionne et qui est aussi une base de sourcing pour entrer en formation ensuite. Donc elle est dédiée pour des personnes originaires des quartiers prioritaires de la ville ou toute personne sans activité et qui est en recherche de projets pro. Voilà, ça c'est pour candidater. Après, toutes nos informations sont sur le site internet avec un CV, lettre de motivation. On sélectionne tous les candidats avec des prescriptions aussi, des référents, missions locales, Pôle emploi qui connaissent les personnes et peuvent sécuriser tous les parcours afin d'entrer en formation. On a 90% de retour à l'emploi. Aujourd'hui, celui qui ne trouve pas d'emploi en sortie de formation dans la restauration, c'est pas possible en fait. Nous, clairement, on le dit, on fait un bilan vraiment en fin de parcours, une journée qui permet de revoir la partie en formation, la partie en entreprise et de bien les suivre ensuite, puisque dans les obligations de financement aussi, d'engagement, c'est d'accéder au projet, quel qu'il soit, puisqu'il est différent pour chacun, que ce soit un emploi, une création d'entreprise, on en a aussi, mais majoritairement, c'est quand même l'accès en emploi et on les suit. On a aussi des entreprises qui sont là en recherche, qui nous appellent régulièrement, on les oriente et on les aide avec les prescripteurs aussi, qui peuvent faire le lien ensuite sur les personnes qui sont moins autonomes sur la recherche d'emploi. Voilà un petit peu notre… Donc, clairement, on a 5 formations par an à Cuisine Mode d'Emploi par rapport à notre calendrier. On est en capacité d'accueillir parce que à peu près tous les 2 mois, nos formations, quand une formation en centre se termine, on est en capacité de démarrer une autre formation. Pâtisserie et commis… pour le commis de pâtisserie et boulanger aussi, du coup? Oui, alors la boulangerie, c'est 5 par an. Donc ça se passe à Dijon, dans le quartier Fontaine-Douche. Et donc la pâtisserie, on en a fait 2 en 2022. Sur 2023, les dates, je ne sais pas, elles doivent être sur le site. Vous pouvez les trouver aussi. Elles ne sont encore pas complètement planifiées à ma connaissance. Mais voilà, l'école, elle est aussi basée sur 5 formations par an. Ok. Merci beaucoup, Madame Quinquenel. Je vous en prie. On va continuer. Nous avons également invité Monsieur Stragier. Du coup, Monsieur François Stragier. Êtes-vous avec nous, Monsieur Stragier? Bon, quand on récupérera Monsieur Stragier, on y retournera. Vous êtes là? Il n'y a plus la caméra, il n'y a plus le son. J'aime bien quand je suis comme ça. Vite fait, du coup, Madame Boulacorny, je vous ai sollicité aussi pour parler des formations conventionnées et financées par la région. Oui. Alors, effectivement, les formations, on en a plusieurs dans notre programme sur l'ensemble du territoire. L'objectif du programme régional de la formation, c'est d'avoir un maillage territorial. Voilà, Monsieur Stragier qui est arrivé, je pense. Je vais couper le micro. Voilà. C'est bon. Je poursuis ou on lui laisse? Allez-y. Du coup, les formations sont inscrites dans notre programme régional sur l'ensemble du territoire. Donc, on couvre un peu tous les métiers, cuisinier, agent de resto, hôtellerie, employeur des tâches, gouvernant, réceptionniste, etc. Pour bénéficier d'une place de formation financée par le conseil régional, il y a juste une obligation et elle est de taille. Il faut être demandeur d'emploi. Alors après, il n'y a plus l'obligation d'être inscrit à Pôle emploi, mais en tout cas, pour bénéficier d'une place, il faut être demandeur d'emploi. Au niveau de l'âge, on prend des stagiaires à partir de 16 ans et il n'y a pas de limite d'âge maxi. Et la seule obligation qu'on a, c'est cette obligation d'être demandeur d'emploi inscrit ou pas et de bénéficier d'une prescription. Donc, c'est-à-dire que le projet de formation doit être validé
par un acteur du service public régional d'orientation. Donc, ce sont les missions locales, Espace Jeunes, les pôles emploi, Cap Emploi pour les personnes reconnues handicapées. Il y a les services d'insertion des départements avec qui la région a conventionné sur tous les territoires, qui, eux, suivent des publics très éloignés de l'emploi. Il y a les structures de l'insertion par l'économie qui peuvent aussi être prescripteurs. Là, la condition, c'est que les personnes qui ont un contrat, un aménagement de leur contrat, voire une suspension le temps de la formation, parce que l'objectif, c'est qu'elles puissent suivre complètement la formation. Voilà, donc ça, c'est les prescripteurs. Et puis, pour les personnes qui rentrent dans le cadre du programme régional, qui ont donc eu leur projet validé par un prescripteur, ensuite, il y a les conditions de rémunération. Donc, tout demandeur d'emploi qui a des droits encore à Pôle emploi bénéficie de la poursuite des indemnisations par Pôle emploi pendant la durée de la formation. Si les droits s'arrêtent en cours de formation, Pôle emploi va vérifier si c'est un métier en tension. Donc, comme vous le savez, sur l'hôtellerie-restauration, on ne se pose pas la question. Tous les métiers sont en tension. Donc, en principe, Pôle emploi décide de poursuivre les droits, mais ce n'est plus le demandeur d'emploi ne perçoit plus ses AREF, mais va percevoir une allocation de fin de formation. Le seul problème par rapport à ça, c'est que souvent, l'allocation de fin de formation est autour d'un peu plus de 600 €. Donc, parfois, quand quelqu'un perçoit des AREF à 900 ou 1000 €, il faut lui faire comprendre que si Pôle emploi décide de poursuivre les droits jusqu'à la fin de formation, il va y avoir quand même un manque par rapport à ce que le demandeur d'emploi percevait dans le cadre de ces AREF, mais en tout cas, Pôle emploi, sur un métier en tension, peut prolonger les droits jusqu'à la fin de formation. Et si ce n'est pas le cas, c'est la région qui prend le relais. Donc, un demandeur d'emploi qui rentre sur une formation a automatiquement une rémunération, que ce soit par Pôle emploi ou par la région. Donc ça, c'est plutôt rassurant. Après, sur les montants de rémunération, ils sont très variables parce qu'il y a plusieurs paramètres qui rentrent en ligne de compte, à savoir si c'est un primo-demandeur d'emploi ou pas, si la personne, elle vit seule ou seule avec un enfant. Il y a tous ces paramètres-là. Si la personne est travailleur handicapé. Donc ça, c'est l'ASP qui est chargé par la région de verser les rémunérations, et c'est l'ASP qui vérifie tous les critères pour évaluer le montant de la rémunération région. Voilà. À savoir que depuis 2019, les élus ont souhaité donner un coup de pouce aux stagiaires qui rentrent sur des formations financées par la région, et qu'une aide complémentaire de 200 € est versée à l'ensemble des stagiaires, qu'ils soient rémunérés ou non par la région. Donc, il y a 200 € qui sont versés dans les 15 premiers jours, les 3 premières semaines. Enfin, l'objectif, c'est d'aider le demandeur d'emploi à rentrer en formation, à lever certains freins, à prendre un abonnement de train, etc. Donc, il y a 200 € qui sont versés rapidement à l'entrée en formation, en plus de la rémunération, qui comprend aussi pour les stagiaires rémunérés région, une petite aide pour les frais de déplacement, et également une aide. Alors, c'est soit frais de déplacement, soit indemnisation, hébergement qui est inclus dans la rémunération en fonction du lieu de résidence du stagiaire et de son choix de faire les trajets tous les jours ou de trouver un lieu d'hébergement à proximité de l'organisme de formation. Voilà. Merci beaucoup. Je vous en prie. C'était clair. Je vous prendrai bien sur les plateformes d'information parce que des fois, c'est beaucoup mieux dit que je ne le dis et peut-être beaucoup plus complet. Donc, je ne sais pas si Monsieur Stragier est revenu pour conclure ce webinaire, et justement, je l'avais sollicité pour parler de son parcours professionnel, un peu comme aiment bien dire les gens, atypique. Est-ce que vous m'entendez? On vous entend très bien. On ne vous voit pas, mais on vous entend très bien. Et là, on ne me voit pas maintenant. Bon, mais c'est pas grave. Le principal, c'est qu'on m'entend. Moi, je m'appelle François Stragier, j'ai 46 ans et je suis devenu boucher il y a 2 ans et demi. J'ai fait une reconversion. Je viens de la fonction publique puisque j'ai été enseignant pendant presque 20 ans.
Et puis, j'ai voulu changer de métier. J'ai voulu un métier où on faisait travailler le corps, l'esprit, me retrouver dans une plus petite structure que l'Éducation nationale, où je travaillais avant. Et me retrouver quand même dans un métier où on côtoyait plusieurs générations, puisque moi j'avais quand même l'habitude d'être avec des jeunes. Donc la boucherie, c'est venu comme ça a été une occasion. Un artisan un jour qui a vu que je m'intéressais beaucoup à son métier, que je posais des questions, m'a dit est-ce que vous voulez faire un stage? Et j'ai pris sur mes vacances, et puis j'ai été faire un stage pendant 3 semaines à peu près. J'ai trouvé ça assez intéressant. J'ai pris le temps de réfléchir. Et puis après, j'ai fait une demande de formation auprès de mon employeur, l'Éducation nationale. Et il se trouve que ça a été accepté. Donc les conditions pour faire cette formation étaient plutôt bonnes. Les conditions de financement, hein, ma formation n'était pas... C'est moi qui finançais ma formation, mais je touchais une partie de mon salaire. Donc c'était plutôt des bonnes conditions. Et donc j'ai fait un CAP boucher en 6 mois. C'était à Mercurey. Et ça s'est très bien passé. Je me suis retrouvé avec d'autres personnes. Alors pas forcément beaucoup de personnes dans mon cas qui quittaient la fonction publique, mais des personnes qui étaient demandeurs d'emploi. Et il se trouvait que les métiers qui étaient en tension étaient fortement valorisés et ils percevaient des aides de la part de Pôle emploi pour venir subvenir aux besoins de ces secteurs. Et d'ailleurs, je tiens à souligner que dans cette formation adulte, si je me souviens bien, on devait être à peu près une douzaine de personnes. Et je dirais qu'il y en a une bonne moitié qui a continué dans le secteur, au moins dans l'alimentaire, en tout cas. Voilà. Donc c'était plutôt des gens motivés. Voilà. Donc, écoutez, après ma formation en 2016-2017, moi j'ai repris l'éducation nationale, le temps de réfléchir un petit peu. Et puis 3 ans après, eh bien, les conditions en fait étaient réunies pour que je puisse partir. L'éducation nationale m'a laissé donc partir. J'ai été embauché en grande distribution très rapidement comme second. Donc on m'a confié des tâches assez administratives, quoi, puisque j'étais le sous-chef. Je m'occupais des commandes, je devais gérer le rayon, une petite équipe. Donc j'ai trouvé ça très valorisant. Alors moi j'ai fait des stages en grande distribution et dans l'artisanat. J'ai fait un stage chez Mitanchet, avenue Eiffel. J'ai fait aussi un stage à Leclerc Cap Nord, à Dijon. Et puis donc je me suis retrouvé en 2020 embauché dans la grande distribution. Donc j'y suis resté à peu près 1 an et demi. Jusqu'à ce que en fait, je trouve une place sur Dijon pour me rapprocher de mon lieu d'habitation chez un artisan. Voilà. Donc je travaille maintenant depuis avril 2022 chez Didier Chenu. Donc c'est une entreprise artisanale qui compte 4 salariés, voilà, qui se trouve entre la gare et le quartier Victor Hugo. Et j'y suis très bien. J'ai été embauché alors comme boucher-vendeur, donc c'est-à-dire que mon rôle n'est pas forcément de tout faire, voilà. Comme en grande distribution, on nous demande un peu de tout faire, de désosser, de vendre, d'appliquer les promos, voilà. Bon. Et là, j'ai trouvé vraiment un poste qui m'allait très bien, puisque je suis boucher-vendeur. Donc, si je devais décrire un peu les tâches, je dois préparer la vitrine, préparer les morceaux, étiqueter, réceptionner les commandes. Préparer les commandes des clients, et puis quand le magasin ouvre, servir les clients, les accueillir, les conseiller, essayer de repérer les morceaux qu'ils affectionnent particulièrement. C'est un métier où on est beaucoup avec le client. Je désosse moins qu'avant, mais compte tenu de mon âge, 46 ans, moins désossé, c'est pas plus mal parce que c'est quand même assez physique. Voilà. Voilà, mais sinon, comment je suis venu à la boucherie, je dirais que c'était avant tout un besoin de faire travailler un peu la tête et le corps. C'est vrai que c'est un métier physique, mais c'est pas qu'un métier physique, c'est un métier où il faut réfléchir à ce qu'on met en vente, il faut gérer des stocks,
Voilà. Et ça, c'est pas facile parce qu'on travaille avec une matière périssable, donc on peut pas en faire n'importe quoi. Et surtout, il faut gaspiller le moins possible, quoi. Voilà. Alors, gaspiller le moins possible, c'est pas qu'une question d'argent, c'est pas parce qu'on ne veut pas perdre de l'argent, il n'y a pas que ça, mais on travaille quand même avec des animaux Oui. qui ont été abattus et puis dont il faut faire quelque chose, quoi. Ils ont vécu pour finalement nous nourrir au bout du compte, donc on peut pas gaspiller, voilà. Après, dire pourquoi je suis venu à ce métier, je pense que j'ai fait des rencontres, en fait. Je crois que ça a été aussi une venue dans le métier qui est basé sur des rencontres. J'ai rencontré des gens passionnés, j'ai rencontré des gens à l'écoute aussi. Et en fait, moi, je pense que dans le métier que je faisais avant, c'était un métier qui était quand même basé sur l'écoute, la bienveillance, la transmission. Et moi, finalement, j'ai retrouvé un petit peu de ça dans ce métier. Je pense qu'il y a des bouchers qui sont conscients que les métiers de l'alimentaire, il faut les rendre plus attractifs. Voilà. Donc, il faut travailler avec bienveillance. Naturellement, il faut être strict. Voilà, parce que c'est un métier qui demande d'être très sérieux, hein, notamment à cause de conservation de la matière. Et puis, c'est une matière qui coûte cher. Voilà. Si j'avais autre chose à dire, c'est que moi, c'est vrai que j'aime beaucoup travailler en équipe, dans des petites équipes. C'est une structure familiale. Ça me va très très bien. Et je dirais que c'est vraiment un avantage quand on travaille chez un artisan, hein, dans des petites structures. Je ne sais pas si les jeunes, eux, retrouvent ce genre de choses ou pas dans les entreprises dans lesquelles ils travaillent. Mais c'est vrai qu'on a l'impression de former quand même un groupe, un peu comme une petite famille, quoi, qui se retrouve tous les jours. Et moi, j'ai trouvé ça assez formidable, voilà. Donc, je compte rester dans le métier parce que j'y ai trouvé vraiment ce que je cherchais, voilà. Et je suis très content de m'être reconverti. Il va y avoir de l'écho, mais si vous aviez un conseil, un mot à donner à d'autres personnes qui Si pourraient se j'avais un lancer dans le secteur. conseil, je dirais, moi j'ai travaillé pendant 2 ans et demi, même plus, parce qu'après il y a eu 1 an de formation. Je dirais que c'est de ne pas être trop pressé, quoi. Des fois, j'ai l'impression que les jeunes, ils ont envie de tout savoir tout de suite. Moi, j'ai bientôt 47 ans, j'ai moins de temps qu'eux, hein, quelque part, mathématiquement, il me reste moins de temps à vivre qu'eux. Et pourtant, j'essaie de prendre mon temps parce que, en fait, en tant qu'enseignant, j'ai vu qu'il y avait un temps de l'apprentissage. Voilà. Et on ne peut pas aller trop vite, sinon ça rentre pas. Sinon, ce qu'on dit, ça plaît pas. Voilà. Et il faut prendre son temps. Voilà. Donc c'est un métier où il faut écouter, il faut beaucoup regarder, il faut être tout le temps en éveil. Voilà. Et voilà. Donc moi, même au bout de 3 ans et demi dans le métier, je dirais que je suis toujours à l'écoute et je sais que je sais pas tout et qu'il y a beaucoup de choses, vraiment beaucoup de choses à apprendre, quoi, dans tous ces métiers. Voilà. Ouais, c'est pas très poli, j'ai coupé le micro parce que sinon ça fait un écho de fou. Mais vous pouvez le remettre au cas où. On arrive à la fin de ce webinaire. Comme d'hab, je remercie infiniment l'ensemble de nos intervenants qui nous éclairent sur les possibilités de formation, sur des métiers aussi, et que la reconversion est possible sur tous les métiers et aller tester en fait, s'il y a l'opportunité, tester des métiers. Donc je vous souhaite à toutes et tous un très bel après-midi et on se retrouve le mois prochain pour un autre webinaire secteur métier et cette fois, si j'y arrive, comme d'hab, c'est des défis sur les métiers du livre, n'est-il pas? Et là, on passe vraiment du coq à l'âne. Donc merci à toutes et tous et je vous souhaite une très bonne fin de journée. Merci. Merci beaucoup. Au revoir. Au Bon revoir. après-midi. Au revoir. Et bravo pour votre parcours, monsieur. Bravo. Ouais.